À seulement 30 miles de la côte de San Francisco, il y a un groupe d'îles. On peut les voir par temps clair. Des dizaines de millions de personnes sont assez près pour s'y rendre, et presque aucune ne sait ce qui s'est passé ici. Elles semblent intactes, protégées, presque paisibles, vraiment. Mais il se pourrait que ce soit l'un des écosystèmes les plus troublants de la côte pacifique. Parce que, sous la surface, il y a quelque chose que nous avons mis là, et pour lequel nous ne sommes jamais revenus. Une combinaison d'îles et de formations rocheuses déchiquetées, qui leur a valu le surnom d'île des dents du diable. Voici les îles Farallon. Elles font partie de San Francisco, mais contrairement à Alcatraz, il n'y a pas de visites ici. Aucun ferry ne fait la navette pour les visiteurs. En fait, presque toute personne qui essaie de débarquer risquerait d'être arrêtée, et c'est autant pour leur propre sécurité que pour toute autre raison. Cette chaîne d'îles de 8 km est composée de petits avant-postes avec presque aucune terre exploitable. Il n'y a aucune infrastructure, aucune ville et aucun développement. Certaines d'entre elles ne sont même pas vraiment des îles. Certaines ne sont que des rochers noirs recouverts de guano. Mais cet isolement n'est pas accidentel. Il est imposé. Aujourd'hui, les îles Farallon sont une réserve naturelle protégée. Le gouvernement les a clôturées, et le service américain de la pêche et de la faune sauvage est très strict sur le respect des règles. Les intrus risquent de lourdes amendes, voire des peines de prison. Alors la question est, pourquoi un endroit aussi proche de millions de personnes doit-il être aussi strictement contrôlé ? Parce qu'en apparence, cela ressemble à l'un des écosystèmes les plus protégés d'Amérique. Pour ceux qui l'observent de près, cela ressemble à un véritable paradis naturel. Cela semble être l'un des endroits les plus vierges au monde. Et c'est précisément là que commence la contradiction. Les Farallons abritent l'une des plus grandes populations d'oiseaux marins au monde. Plus de 250 000 oiseaux marins sont dispersés sur l'île. Des falaises entières sont couvertes de colonies de nidification. Et ils sont loin d'être les seuls habitants à élire domicile sur ces îles mystérieuses. Des phoques et des otaries envahissent les rivages. Et dans les eaux en contrebas, de grands requins blancs patrouillent le littoral, attirés par l'abondance de proies. Baleines bleues, rorquals à bosse, orques, ils traversent tous ces eaux. C'est l'un des écosystèmes marins les plus riches du Pacifique. Les îles Farallon ont vu la population d'oiseaux de mer augmenter fortement. Des oiseaux que l'on pensait disparus localement sont revenus. Les oiseaux migrateurs s'installent sur l'île pendant l'hiver. Depuis quelques décennies, il y a très peu d'activité humaine dans la région. Mais ce qui rend des écosystèmes comme celui-ci inhabituels, ce n'est pas seulement leur capacité à prospérer, c'est aussi la rapidité avec laquelle ils réagissent aux perturbations. Dans la plupart des environnements côtiers, il existe une zone tampon entre l'impact humain et l'effondrement écologique. Ici, cette zone tampon est beaucoup plus mince. Ce n'est pas parce que le système est fragile, mais parce que tout est étroitement connecté. Prédateurs, proies, routes de migration et zones de reproduction se chevauchent tous dans la même étendue d'eau. Donc, lorsqu'un changement survient, il se propage rapidement dans le système, ce qui rend la suite plus difficile à ignorer. Comment l'Amérique a-t-elle transformé l'une des îles les plus riches en biodiversité de la côte pacifique en décharge de déchets nucléaires ? Et qu'y a-t-il d'autre encore là-bas ? Le développement des armes nucléaires générait une grande quantité de déchets radioactifs. Dès qu'il est devenu évident que ces déchets présentaient un risque de cancer, le gouvernement a cherché des endroits isolés pour s'en débarrasser, et les îles Farallon étaient dans la ligne de mire. En 1946, les eaux autour de l'île sont devenues un site de déversement de déchets nucléaires. Au cours des 14 années suivantes, l'île a été l'épicentre, avec des milliers de fûts de déchets nucléaires déversés dans l'océan et déposés sur le fond marin. 2 sites de déversement, l'un contenant environ 3500 conteneurs, l'autre, le plus grand, en contenant 44 000 conteneurs. 47 500 fûts au total, reposant sur un fond marin que personne n'a entièrement cartographié depuis qu'ils y ont été déposés. Ce qui comptait à l'époque, ce n'était pas la sensibilité environnementale, c'était l'isolement. Les îles Farallon ont été choisies parce qu'elles étaient difficiles d'accès, et cela a son importance. Dans le langage bureaucratique, éloigné ne veut pas dire vide. Cela signifie simplement un endroit où il est moins probable qu'une catastrophe et des témoins soient enregistrés ou corrigés immédiatement. Officiellement, c'était considéré comme des déchets de faible activité, mais le contenu exact de nombreux fûts n'a jamais été entièrement documenté. Certains dossiers sont incomplets, d'autres totalement absents. À l'époque, aucun système centralisé de cartographie numérique du déversement en mer n'existait. Les coordonnées étaient saisies manuellement, parfois estimées à partir des journaux de position des navires, qui pouvaient dériver de plusieurs kilomètres selon la météo et les courants. Cela signifie qu'encore aujourd'hui, les scientifiques ne disposent pas d'une grille précise indiquant l'emplacement exact de chaque dépôt. Le fond marin ici n'est pas stable. Les déplacements de sédiments, les glissements sous-marins et la pression tectonique
font que les barils peuvent non seulement se corroder, mais aussi bouger. Les scientifiques ne peuvent pas cartographier l'endroit où ils ont été déposés, et ils ne peuvent certainement pas cartographier l'endroit où ils se trouvent maintenant. Ce que nous savons, c'est que le déversement a duré jusqu'en 1970, lorsque le gouvernement a mis fin à tout déversement nucléaire en mer. Selon le gouvernement, il n'y a aucun risque pour l'environnement lié à ce rayonnement, car la majeure partie s'était désintégrée en 1980. Mais peut-on leur faire confiance ? Il y a largement assez de matière radioactive là-dessous pour tuer quiconque s'en approche. Il suffit d'une seule fuite. Cependant, on ne sait pas comment cela a affecté la vie marine pendant cette période, en particulier les espèces migratrices qui passent beaucoup de temps sur les affleurements rocheux. Mais au moins, cela a été éliminé en toute sécurité, non ? Eh bien, le processus d'élimination lui-même soulève encore plus de préoccupations. Les informations publiées ou divulguées ont inquiété de nombreuses personnes, qui estiment que la situation est pire que ce que le gouvernement reconnaît. Pour commencer, la méthode initiale d'élimination consistait à lester les barils avec du béton, puis à les jeter à l'eau, et cela ne fonctionnait pas toujours. Alors les soldats ont fait preuve de créativité. Ils auraient tiré dessus avec des fusils pour les faire couler, ce qui signifie que certains d'entre eux étaient endommagés avant même d'atteindre le fond marin. Ce n'était pas caché, c'était légal, c'était même approuvé, et personne ne l'a remis en question. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est la façon dont ces opérations étaient menées. Les cargaisons ne provenaient pas toujours d'un seul endroit. Au lieu de cela, plusieurs laboratoires, sous-traitants militaires et installations navales alimentaient tous les mêmes filières d'acheminement. Ainsi, un seul baril pouvait contenir un mélange de matériaux provenant de différentes sources, et ce n'était pas tout non plus. En 1951, l'USS Independence, qui avait été utilisée lors des essais atomiques à l'atoll de Bikini, a été chargée de déchets nucléaires et sabordée délibérément. La coque radioactive a été envoyée au fond de l'océan, où elle est restée jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée en 2015. Ils semblent croire que l'océan absorbe tout ce qu'ils y jettent, mais ce n'est pas vrai. Ainsi, les îles Farallon ressemblent plus à un champ de mines qu'à une nature sauvage. Alors que la version officielle du gouvernement affirme que la zone est sûre, de nombreuses questions restent sans réponse. Pour commencer, l'emplacement exact des fûts n'est pas connu. Leur état non plus. Des experts nucléaires ont affirmé que manipuler les fûts provoque plus de fuites que de simplement les laisser là où ils sont, et leur récupération n'est pas seulement coûteuse. Perturber des fûts corrodés en profondeur risque de libérer plus de contamination que de les laisser tranquilles. L'opération de nettoyage pourrait être pire que le déversement initial. Une rupture soudaine contaminerait la zone et libérerait un nuage toxique dans les eaux voisines. La zone immédiate deviendra mortellement radioactive, exposant toute personne à proximité, plongeurs, chercheurs, navires de passage, à un empoisonnement aigu avant même qu'il soit possible de réagir. Aucun avertissement, aucun signal visible, juste un danger silencieux qui se propage. Alors, qu'est-ce qui se trouve exactement là-dessous en ce moment ? En 1980, l'EPA a cartographié la région, car personne ne savait si les îles étaient sûres pour les personnes ou les animaux. Le rapport indiquait que les îles étaient sûres, mais ils ont découvert des niveaux de radiation chez certains animaux. La position officielle est que les niveaux sont trop faibles pour représenter un risque significatif, mais cela s'accompagne d'une réserve importante. Personne n'a réellement examiné tous ces 47 500 barils, car il ne s'agit pas seulement de ce qui a été déversé, il s'agit de ce qui leur arrive avec le temps. L'acier se corrode, les conteneurs s'affaiblissent, les joints cèdent, et cela se produit depuis des décennies, complètement hors de vue. Une fuite lente débutant aujourd'hui pourrait rester invisible des mois avant d'être détectée dans les échantillons biologiques de surface. Dans les années 80, les niveaux de référence de la radioactivité dans les océans étaient en cours d'établissement mondial. Ainsi, quand on évoquait les seuils de sécurité, ils ne reposaient pas toujours sur une accumulation à long terme, mais étaient souvent comparés au niveau d'exposition industrielle de l'époque. Et ces deux choses ne coïncident pas toujours. Ce qui semble acceptable lors d'une mesure à court terme peut se comporter très différemment une fois que cela s'est répandu dans tout un écosystème pendant des années. Selon les sources gouvernementales, la meilleure stratégie est de maintenir le statu quo. Aucune mission de récupération n'est en cours. Les fûts radioactifs vont probablement rester là indéfiniment. Ils sont là depuis plus de 50 ans maintenant. Et les experts disent que s'il devait y avoir des ruptures graves, elles auraient déjà dû se produire. Non. Ce revêtement protecteur sur les fûts près des îles Farallon n'est plus intact. Il est déjà en train de se dégrader. Ces conteneurs n'ont pas été conçus pour durer aussi longtemps. Toute tentative de les déplacer maintenant peut servir d'élément déclencheur. Lorsque des engins lourds toucheront ces fûts fragilisés, ils se rompront.
Autrement dit, une intervention provoquera forcément une fuite. Il faut donc cartographier à nouveau la zone, effectuer des modélisations de confinement et des simulations, ce qui, en pratique, est plus compliqué que de ne rien faire. L'intervention comporte aussi des risques. Les écologistes continuent de s'inquiéter de la sécurité de la région. En raison du risque qu'une catastrophe provoque un rejet massif de radioactivité, c'est comme avancer en somnambule vers le désastre. L'océan, lui, n'a pas de frontières. Donc si quelque chose fuit ici, cela ne reste pas ici. Cela se déplace, cela se propage, cela va au-delà du sanctuaire. Et tout cela se passe non loin d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Que se passerait-il s'il y avait une fuite nucléaire majeure près des îles Farallon? Le plus effrayant, c'est que personne n'a de vraie réponse à cette question. Si cela arrive, une catastrophe d'ampleur supérieure en sera la cause, un événement majeur déclenchant une crise immédiate. Et si cela arrive, d'innombrables quantités de radioactivité se déverseront dans les profondeurs. Ce sera une menace existentielle pour l'écosystème, et une zone mortelle de 20 à 30 miles se formera autour des îles. Le vrai danger, c'est ce qui la traverse. Le saumon du Pacifique migre de la Californie à l'Alaska et revient. Le thon rouge du Pacifique traverse tout l'océan Pacifique. Les animaux qui se nourrissent au fond absorberaient la contamination directement à partir des sédiments du fond marin. Et ce qui commence au fond ne reste pas là longtemps. Si la concentration de matière nucléaire est suffisamment élevée, elle peut déclencher une chaîne d'empoisonnement en cascade et des dommages irréversibles à la faune. Une menace bien réelle pour les populations locales qui dépendent de cet équilibre. Cela anéantira des décennies de travail de restauration dans la réserve protégée. Pour quelques espèces déjà en danger dans la région, cela marque le début de la fin. Mais le plus grand danger n'est pas la proximité, c'est l'invisibilité. Les particules se disperseront dans le Pacifique et la chaîne alimentaire, puis pourront se propager au-delà de la Californie. Les poissons migrateurs et les courants transporteront des matières radioactives le long de la côte ouest, atteignant l'Oregon et se dirigeant vers l'Asie et l'Europe. Il n'existe aucune surveillance continue et en temps réel de la radioactivité dans les zones de pêche commerciale. Même le système de surveillance des produits de la mer de la Food and Drug Administration des États-Unis se base sur des prélèvements périodiques, pas sur un suivi permanent. Une fuite lente provenant d'un fût corrodé ne déclencherait aucun protocole car aucune situation d'urgence n'a été déclarée. Au moment où les niveaux de contamination dans les poissons commercialisés atteindraient un seuil déclenchant des tests, ces poissons seraient déjà en cours de distribution. Une présence continue de poissons faiblement contaminés entrant dans la chaîne alimentaire entraîne tout de même des conséquences sanitaires à long terme. L'inquiétude concerne l'exposition aiguë et les effets cumulatifs dans le temps. Pour ceux qui vivent à San Francisco, les Farallons ne sont probablement guère plus qu'une vague idée, une tache à l'horizon par temps clair, un détail dans leur vie. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais visité les eaux autour de l'île, ni même aperçu celles-ci à travers des jumelles. Pour ceux qui en ont entendu parler, ce n'est guère plus qu'une curiosité. À 30 miles de là, quelque part sous la surface, 47 500 fûts font ce que fait l'acier lorsqu'il repose dans l'eau salée pendant 75 ans. L'océan a une longue mémoire, et l'avenir des Farallons et de ses environs dépendra peut-être de la durée pendant laquelle l'océan pourra garder ses secrets. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.